chers auditeurs de Radio Jade FM, ici Frédéric Mispelblom pour l'émission Peindre et dépeindre le pays de Ré. Je me trouve ce matin dans le jardin de la demeure de Marie-Noëlle Berry, qui est la créatrice et l'ancienne directrice de la Thalasso de Pornic. Marie-Noëlle, je vous laisse vous présenter et puis dérouler ensuite votre parcours et puis parler de la création et de l'extraordinaire réussite de ce magnifique projet qui a contribué au développement de la ville de Pornic pour les auditeurs de Radio Jade FM. Bonjour Frédéric et bonjour aussi aux auditeurs de Radio Jade FM. Pour la première question, pour mon parcours concernant ma vie avant d'arriver à la Thalasso de Pornic, elle a quand même été assez longue évidemment. Je suis née en 1941, donc j'ai maintenant 81 ans et j'ai pris ma retraite depuis le 1er janvier. 2022. Vraiment très très tardif par rapport à la plupart des gens. Oui. Alors pourquoi si tardif ? Tout simplement parce que j'étais passionnée par ce que je faisais, passionnée par ce métier qui reçoit évidemment beaucoup de monde des quatre coins de la France et d'ailleurs. Et puis toute une belle équipe de personnel avec lequel j'étais très attachée. Alors pour en revenir à mon départ de vie, donc en fait j'ai fait mes premières écoles, disons à Notre-Dame du Sacré-Cœur à Douai-la-Fontaine, puisque je suis née à Saumur, donc Douai-la-Fontaine est à 17 km de Saumur. Et j'étais chez les religieuses du Sacré-Cœur à Douai-la-Fontaine, où j'ai eu mon brevet d'études, puis après mon bac. Et puis j'ai travaillé un petit peu chez mes parents qui étaient commerçants, maman était herboriste. Donc j'ai appris avec elle beaucoup de choses au niveau des plantes, de la nature. Ça m'a déjà beaucoup aidée. C'était un métier à part qui relevait un peu de la pharmacie ou qui n'avait rien à voir avec la pharmacie ? Alors c'était simplement, maman avait fait des études pendant 4 ans pour être herboriste, c'est-à-dire apprendre toutes les plantes et savoir pourquoi, à quoi elles pouvaient servir. Et en fait, même le jour de son examen, elle me racontait qu'elle avait eu à identifier 400 plantes en donnant le nom français, le nom latin et à quoi elles pouvaient servir. Donc c'est juste vraiment à la vue de la plante. Oui, juste à la vue de la plante. Donc après, ça aide quand même beaucoup quand on a une maman comme ça, il faut reconnaître. Et ensuite, j'ai fait une école d'esthétique à Rennes. Je voulais être esthéticienne. Puis, j'ai eu un centre d'esthétique à Lorient, centre Henri Chenot. Et en parallèle, j'ai fait des études aussi de diplôme pour avoir un diplôme de naturopathie. Donc, j'ai eu ce diplôme de naturopathe. Puis, c'est quoi, on apprend tout ce qui concerne le corps, le physique, la nature, tout ce qui fait du bien ou ce qui fait du mal, en fait, vraiment. Et puis, une hygiène de vie. C'est très important, savoir comment se nourrir au mieux, comment vivre, dans quelle façon, etc., etc. Donc ensuite, j'ai fait une école de diététique, donc à Paris, l'école Marchessault, donc pour savoir un petit peu aussi comment se nourrir encore mieux, et puis pouvoir, en diététique, pouvoir donner des conseils aussi aux personnes qui venaient me voir en tant qu'esthéticienne. La diététique était importante pour moi aussi. Oui, donc vous exerciez déjà comme esthéticienne et puis vous avez ces formations complémentaires. Absolument. Et puis j'ai été très très passionnée aussi par la sophrologie. Donc j'ai fait toute une école, l'école Lariboisière à Paris, pour être sophrologue. Qui est donc la science de la douleur, quelque chose comme ça ? Alors c'est une façon de se rendre indépendant du stress par une technique de respiration, de pensée positive. Ça a un petit rapport avec la relaxation, mais un petit peu plus poussé et thérapeutique en fait. Dans ce centre, je travaillais aussi pour le laboratoire Maria Galland, qui est un laboratoire d'esthétique de produits cosmétiques, qui était à Paris et qui vendaient leurs produits dans le monde entier. Et donc, Madame Maria Galland elle-même m'avait vu travailler dans mon institut et elle m'a demandé de venir travailler pour elle. Donc, j'ai fait 5 ans de formation chez Maria Galland. J'ai formé les esthéticiennes, toutes les personnes qui venaient pour travailler avec cette marque.
Ensuite, je suis partie chez Phytomère. On est venu me chercher pour travailler chez Phytomère à Saint-Malo, parce que c'était plus près de chez nous quand même. C'était en Bretagne, je n'allais pas aller à Paris tous les jours, toutes les semaines j'y allais. Et donc, laboratoire Phytomère à Saint-Malo, là, c'est là où j'ai pris conscience de l'importance de la mer, des qualités de l'eau de mer, des algues, des produits marins, des boues marines, etc., etc. Et ça, c'est là où j'ai été passionnée par tout ce que l'on pouvait avoir comme bienfait en faisant des soins avec l'eau de mer. Ça, c'était la base de mon départ vers la thalassothérapie, en fait. Enfin, en parallèle aussi, à ce moment-là, j'étais avec mon ex-mari directrice de la thalasso de Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor. Il y a, je pense, parmi les auditeurs, un certain nombre d'auditrices qui sont esthéticiennes ou qui voudraient devenir esthéticiennes. Donc, on peut voir avec votre parcours où cela peut mener. Oui, c'est vrai que c'est un métier fascinant. C'est vrai aussi que maintenant, il y a énormément d'écoles d'esthétique. Il y en a beaucoup plus que dans ma génération à moi, il y a quand même très longtemps. Et c'est vrai aussi que ça nous aide beaucoup à évoluer, parce qu'une esthéticienne peut très bien après évoluer et aller prendre des directions de centre. Et c'est vrai que même c'est très recherché maintenant. Donc c'est très très bien. Je les engage vraiment. Ne pas se contenter seulement de la non, faut aller autour, oui, bien sûr. Donc en 1989, on m'appelle à Perros-Guirec pour me demander si je ne voudrais pas venir m'occuper de la thalasso de Pornic. Parce que le promoteur, Monsieur Pelège, Michel Pelège, venait d'acheter le terrain de la thalasso actuelle, qui à cette époque-là était en fait un camping. Et ce terrain de camping avait été mis en vente par la mairie de Pornic. C'était monsieur le maire de Pornic, qui était monsieur Polonneau à cette époque. Et monsieur Bouennec, qui était le premier adjoint, qui a été maire ensuite. Et ces personnes-là donc avaient mis le terrain en vente, et monsieur Pelège, le promoteur parisien, avait vu cette annonce sur un journal de vente immobilière. Il a pris son hélicoptère et il est venu à Pornic, il s'est posé sur le terrain, ou à côté, enfin plutôt à la Fontaine-au-Breton d'ailleurs, je crois. Et puis il a fait le tour du terrain, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il a dit « J'achète, je fais un hôtel et une thalasso ». Et donc, il avait entendu parler de moi en tant que directrice de thalasso. Il m'a fait appeler. Et puis, il m'a demandé de pouvoir, si je pouvais vraiment accepter de venir m'occuper de cette thalasso depuis 1989, en fait. Elle a ouvert en 1990, le 30 juin 1990. Comment ce monsieur avait votre nom? Alors, par l'intermédiaire, il s'est adressé au laboratoire Phytomère où je travaillais pour demander au laboratoire s'il ne connaissait pas quelqu'un, etc., etc. Il pouvait être suffisamment apte à tenir ce poste. Et donc c'est là, en 1989, que commence la grande aventure. Oui, là c'est une grande aventure, c'est vrai. Parce que M. Pelège avait eu l'idée, la bonne ou la mauvaise, j'en sais rien, de faire ces travaux, mais surtout de dire que l'inauguration se ferait le 30 juin 1990. Un an après. On avait 9 mois. Donc c'était vraiment très très juste. Et c'est vrai que les travaux ont été menés tambour battant, mais peut-être un peu trop vite justement, parce que rien n'était vraiment fini quand on a ouvert la thalasso. Et ça a été toute une petite histoire dont on rit maintenant, hein, évidemment, mais qui a été très très stressante pour moi entre autres, et puis d'autres personnes, parce qu'on recevait plus de 1000 personnes le jour de l'inauguration, et que beaucoup de choses n'étaient pas terminées. Ça, c'est compliqué. Mais quel était pendant ces 9 mois votre rôle à vous par rapport
à la construction qui était en train de se faire, vous pouviez donner votre avis sur la manière dont tout ça a été construit? Alors, je pouvais surtout surveiller les travaux, voir si les cabines avaient les bonnes dimensions, si tout était, quand on posait les carrelages, si c'était bien fait ou pas, parce qu'il y a eu quelques petits soucis à ce moment-là. Et puis surtout aussi mettre en place toute la stratégie et préparer l'embauche du personnel, préparer tout ce qui était les programmes, tout ce qui était à mettre... à faire imprimer, élaborer des soins, élaborer des cures, et puis travailler avec du personnel aussi, parce que dès ce moment-là, il a fallu embaucher du monde. Parce qu'en fait, donc, c'était du personnel de toutes sortes, du personnel d'hôtellerie, du personnel de restauration, du personnel de massage, de soins, de thalasso. De tout, ça va du médecin, on cherchait des médecins, maintenant on a médecin, infirmière, diététicienne et tout. À ce moment-là, on avait une diététicienne aussi, on avait 2-3 médecins. Et puis chercher les esthéticiennes, chercher les personnes qui vont s'occuper du vestiaire, les personnes du ménage, les masseuses, tous les kinés, chercher des kinés aussi, parce qu'en fait il n'y avait personne sur place, donc il fallait créer l'équipe. Donc à ce moment-là, l'équipe était de 90 personnes quand on a ouvert à peu près. Maintenant, on est 180. Ah oui, donc 90 personnes qui sont venues probablement de tous les coins de France. Oui, mais beaucoup de la région quand même. De la région. Oui. Parce qu'il y avait quand même... la base quand même chez nous, c'est beaucoup d'esthétique. Après, les femmes de ménage, c'était quand même assez facile à trouver. Ce qui était un petit peu plus difficile, c'était les kinésithérapeutes, les gens plus spécialisés. Parce que c'est vrai qu'après aussi, j'ai eu des sophrologues, j'ai eu des personnes qui faisaient plus des massages plus spécifiques comme le shiatsu, tous ces thérapies plus spécifiques, c'était un petit peu plus dur à trouver. Des spécialistes de drainage lymphatique, par exemple. Il fallait trouver des personnes efficaces qui connaissent très très bien toutes ces techniques. Et donc vous, depuis le début, vous aviez donc le titre de directrice? Alors, moi, je n'étais que directrice de la thalasso à cette époque-là. Il y avait un directeur de l'hôtel qui s'est occupé de l'ouverture de l'hôtel aussi. Et donc c'est rien que pour la thalasso? Rien que pour la thalasso, oui, exactement. D'accord. Ah oui, donc vous ne vous occupez pas de toute la partie restauration? Non, à cette époque-là, non. Après, oui, mais pas à cette époque-là. D'accord. Et donc, la thalasso avait été construite selon des plans sur lesquels vous aviez votre regard? Oui, on avait un cabinet d'architectes et une décoratrice aussi, cabinet Jordanas Lemerdi, des Parisiens, qui avait été choisi par propriétaire. Et on travaillait avec eux, bien sûr, sur tout ça, sur les plans, beaucoup. Quel est le genre de choses auxquelles il faut faire particulièrement attention quand on crée comme ça de toutes pièces et sur un ancien terrain de camping une thalasso? Alors, quand on crée déjà pour faire... ce qui est très important, c'est la circulation des clients dans l'établissement. Comment est-ce qu'ils vont circuler? Comment est-ce qu'ils vont arriver? Où ils doivent aller au vestiaire, etc., etc. Là, le problème, c'est qu'on avait un peu de contrainte de place. Parce que le bâtiment était fait par rapport évidemment au terrain, où il fallait beaucoup de vues mer en priorité. C'était pas toujours évident d'avoir, par exemple, des cabines qui soient ensoleillées, qui aient la lumière du jour, parce qu'il y a quand même beaucoup de cabines en sous-sol. On a été obligé de faire ça. Ça, c'était un petit peu... par exemple, les baignoires, tout ce qui est soins, où on n'a pas besoin forcément de voir le jour, c'est en sous-sol. Donc tout ça, il a fallu aussi faire en sorte que ça soit confortable, bon éclairage, des cabines de soins suffisamment grandes aussi pour qu'il y ait un petit peu d'espace, même dans les cabines de soins, de massage, d'esthétique aussi. Il faut au moins un minimum de surface, quoi. Et l'eau de mer venait directement de la mer? Oui, alors ça... Quel était l'accès, comment on accédait à l'eau? Alors justement, pour pomper l'eau de mer, c'est tout un système. Avant d'avoir l'autorisation de pompage en mer, il a fallu quand même faire beaucoup d'analyses. Analyse de l'eau de mer, bien sûr, analyse des planctons, des phytoplanctons,
sur 3 saisons au moins, 3 ou 4 saisons, parce qu'il y a une prolifération de phytoplancton qui quelquefois sont allergisants, surtout au printemps. Oui. Donc fallait pas dépasser tant de normes par rapport à tout ça. Donc on a eu l'autorisation de pompage en mer, bien sûr, avant, qui avait déjà été demandée depuis quelque temps. Et c'était assez... Alors après, évidemment, il faut mettre une crépine à Pornic. Elle est mise à 280 mètres au large, parce que comme on fait des études de courant marin, il a fallu quand même aller assez loin pour avoir une eau pure et qui soit justement compatible. Donc il y avait un tuyau qui allait très loin. Il y a toujours un tuyau qui va loin de la mer. Et on a mis une crépine à 280 mètres. Qui est recouverte évidemment pratiquement tout le temps d'eau, mais un jour ou deux dans l'année, elle est découverte parce que c'est les grandes marées. Quand on pompe cette eau de mer, elle est relevée, il y a une station de relevage qui est devant les cabines sur la plage où il y a une douche l'été, en fait. Donc il y a une station là qui relève cette eau, c'est-à-dire elle passe dans une pompe, dans un tuyau, et elle est remontée vers la thalasso, en sous-sol de la thalasso, sous la piscine, où là il y a des milliers de mètres cubes d'eau de mer stockés, filtrés. Oui, bien sûr, il faut la filtrer tout le temps. Et puis on la chauffe. On la chauffe à un minimum de 33 degrés pour la piscine. Pourquoi 33 degrés ? Parce que c'est la température qu'il faut pour qu'il y ait un passage des minéraux et des oligo-éléments à travers la peau. Ah oui. Il faut qu'elle fasse 33 degrés l'eau de mer. Si elle ne fait pas 33 degrés, si vous baignez à 17 degrés, c'est beaucoup moins efficace parce qu'il n'y a justement pas ce passage des oligo-éléments par la peau. D'accord. C'est un petit peu comme toute proportion gardée pour la comparaison. Quand on fabrique du sel, il faut une certaine température extérieure pour que la cristallisation se fasse à la surface de l'eau. Alors là, c'est aussi beaucoup pour la vasodilatation des pores de la peau, parce que la température du corps humain, elle est à 32 degrés intérieur. Ah oui, d'accord. 32 degrés la peau, je parle. Oui, donc c'est juste et donc il faut qu'il y ait une petite dilatation, une chaleur un tout petit peu plus haute que la peau, justement, pour qu'il y ait cette vasodilatation et cette pénétration par osmose dans les petits capillaires. Puis après, donc, ces minéraux, ces oligo-éléments passent dans la petite circulation, dans la grande circulation, et ensuite le sang va les distribuer à tous les organes du corps qui en ont besoin. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est là la base de la thalasso, en fait. C'est la pénétration des oligo-éléments de l'eau de mer, des minéraux, tous les minéraux. Il y a 104 oligo-éléments et minéraux dans l'eau de mer. 104, c'est très important. Même il y en a peut-être beaucoup plus qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, encore. Et alors la boue, comment est-ce qu'on la frappe? Alors la boue, il y a différentes boues. Il y a la boue marine, ce qu'on appelle la boue marine, qui est vraiment tirée d'eau de mer en fait. Et puis il y a des boues anciennes de carrière comme les boues des moutiers ici, qui ont des milliers d'années, et là aussi qui sont très riches en minéraux, en oligo-éléments. Donc, elles sont... qui est l'argile. Oui, l'argile, c'est de l'argile, mais plus concentrée en fait. Donc ces boues-là, ces argiles-là, elles sont évidemment aussi nettoyées, filtrées, et puis on les chauffe. Et quand elles sont appliquées sur la peau, c'est vrai aussi qu'elles ont un effet antalgique, reminéralisant, très important. C'est comme les enveloppements d'algues. Les enveloppements d'algues, les algues ont un pouvoir aussi incroyable de concentration de minéraux et d'oligo-éléments. En thalasso, on emploie surtout les algues laminaires et les algues fucus. Alors les laminaires, c'est ces grandes bandes qu'on trouve à peu près à 4 mètres de profondeur en mer, avec des grandes bandes, avec des gros algues qui sont fixées au fond de l'eau. Et ces algues laminaires, elles contiennent 10 000 fois plus d'iode que l'eau de mer. Que dans l'eau de mer. Donc on s'en sert justement pour un apport en iode. Puis les ficus, c'est les petites algues qu'on a avec les bourriches d'huile, avec les petites poches d'air, vous savez, là qu'on trouve aussi sur les rochers. Et celles-là, elles ont un acide aminé qu'on appelle la phytine.
et qui active beaucoup la transpiration. Donc quand on fait des enveloppements dans des couvertures chauffantes pour faire transpirer, pour faire éliminer les toxines, on met plutôt des algues fucus. Ah oui, donc c'est toute une alchimie. Ah oui, complètement. C'est ça qui est passionnant. C'est vrai que là, on a une source de remise en santé extraordinaire. Entre la mer, les algues, les produits marins, mais c'est vraiment... je pense qu'on n'a pas assez conscience d'ailleurs. Au lieu de prendre des médicaments, au lieu de prendre tout ce qu'on prend actuellement dans beaucoup de domaines, on se ferait vraiment des bains d'eau de mer chaude réguliers et puis de la gymnastique évidemment, du mouvement, et je pense qu'on aurait moins de problèmes de santé. Alors, vous en étiez au recrutement du personnel, en dehors des qualifications qui s'attestent par le diplôme, etc. À quoi vous faisiez particulièrement attention dans la sélection des gens du point de vue de leur caractère, de leur état d'esprit? Alors déjà la présentation, c'est important quand même, surtout dans des centres comme ça. Savoir comment accueillir le client, savoir comment on leur parle. Leur état d'esprit, évidemment, il faut qu'il soit un esprit ouvert quand même, qui puisse avoir un esprit d'accueil, d'écoute. C'est très important, écouter. Parce que là, on n'a pas trop à parler, on a beaucoup à écouter. Et pour moi, la difficulté d'une direction comme ça, c'était aussi de me dire, la personne qui va être dans une cabine, des cabines de soins, qui va être en tête-à-tête avec les clients, une femme, un homme, ou un homme, une femme, ou une femme et deux hommes, c'est là où c'est quand même à nous de faire passer le message, pour que le message passe de ce qu'on veut qu'il soit, comment on veut qu'il soit. Quelquefois, il y a eu des petits soucis, justement, de manque de compréhension des clients, entre certaines personnes qui ne comprenaient pas qu'un client se soit comporté comme ça. Et c'est vrai, il y a des soucis quand même de comportement de la clientèle aussi. Oui. Là, il faut faire très attention à ça, parce que le client est la plupart du temps très gentil, très aimable. Je parle autant clients, autant hommes que femmes. Mais il y a quand même aussi des clients très exigeants et qui peuvent quelquefois incommoder quand même la thérapeute. Oui, irrespectueux. Complètement. Rien n'est trop bien, rien n'est trop beau, il faut s'occuper d'eux, ils prennent vraiment la thérapeute pour vraiment quelquefois un petit peu leur esclave, quoi. Mais c'est très peu quand même, c'est une petite... C'est là où il faut, nous, en tant que direction, intervenir quand même. Et vous appreniez aussi au personnel à gérer ce genre de situation? Oui, bien sûr. Le savoir-être et le savoir-vivre, ça a été souvent nos formations, nos thèmes de formation. Savoir-être, comment être avec le client, comment le recevoir, comment réagir à ce qu'il vous dit, à ses réactions et tout. Et savoir-vivre, bien sûr. Bonjour, bonsoir monsieur, comment allez-vous madame, etc. Et quelquefois, on est obligé de leur réapprendre, remettre, parce que ça s'oublie assez vite quelquefois. Et donc, vous, pour les recruter, vous faisiez des entretiens? Oui. Oui. Vous avez les 90 Alors moi, j'étais aidée aussi. J'avais déjà pris 2 ou 3 personnes avec moi, dont une personne, entre autres un sophrologue, qui s'appelle Jean-Marie Huron, qui avait beaucoup appris la psychologie, etc. Donc il savait très très bien lire sur les visages, lire sur les réactions. Il m'a beaucoup fait une présélection. J'ai beaucoup apprécié ça. D'accord. Et donc vous preniez en entretien les personnes qui avaient traversé ce premier filtre? En général, pour tout, mais souvent. Et alors, donc, ces personnels étaient recrutés, et c'est là qu'est arrivé le jour J. Vous accueillez 1000 personnes, mais ce n'était pas 1000 clients. Ah non, c'était des invités, des journalistes, des invités du PDG, c'était beaucoup de journalistes quand même. Il y avait un wagon entier qui avait été réservé pour les journalistes. Et donc après ils avaient le bus à prendre de Nantes pour venir ici. Et une petite anecdote amusante, c'est qu'on appelait le chauffeur du bus en disant « Faites un second tour de Pornic avant de venir parce qu'on n'est pas prêt. » Et donc c'est vous qui... donc, un second tour avec les personnes dans le bus. Voilà. Parce que qu'est-ce qui n'était pas prêt? Il y avait un tas de choses. Les moquettes
moquettes n'étaient pas encore toutes posées. On venait juste de mettre les baignoires dans les chambres et dans les cabines de soins. Dans une chambre, il y a une journaliste qui avait pris son bain le soir et puis qui vide la baignoire. Et la baignoire s'est toute déversée dans la salle de bain et dans la chambre parce qu'elle n'était pas branchée. Ah oui, effectivement. Ça, une autre, elle met sa main sur la rampe, elle reste collée parce que le vernis n'était pas sec. Enfin, c'est un tas de petites choses comme ça qui se sont passées, qui étaient assez stressantes pour moi, mais bon, ça s'est très bien passé parce que tout le monde a été très compréhensif. Tout le monde s'est terminé la soirée dans la piscine. Enfin bon, pas tous, mais parce qu'il ne va pas 1000 personnes dedans. Mais enfin, c'est les journalistes surtout. Ouais. Oui, parce que ça avait quand même été un exploit de faire ça en 9 mois. Oui. Alors, il y avait monsieur Olivier Guichard qui est venu, qui est venu aussi à l'inauguration, plus évidemment. Le maire de Pornic, M. Polonneau, Philippe Bouennec, etc. Mais beaucoup de monde, amis d'amis de ce personnel-là aussi. Et donc, nous arrivons au moment de notre petite pause musicale. Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi, Marie-Noëlle, comme morceau de musique? Alors moi, je mets souvent chez moi François Dumont avec Chopin, parce qu'il excelle dans Chopin, et j'aime bien par exemple la polonaise numéro 6 de Chopin. Voilà, si ça vous convient, Frédéric, moi j'aime beaucoup. C'est parfait, on écoute.
donc, voilà, l'inauguration se passe. Et ensuite, le travail sérieux commence, puisque donc, les clients arrivent, il faut s'occuper, aussi bien dans la thalasso que dans la restauration, l'hôtellerie. Est-ce que vous pouvez raconter la suite de l'évolution de cet établissement jusqu'à ces dernières années? Oui, alors pour en revenir quand même avant l'ouverture, je vais quand même revenir un tout petit peu parce qu'il me revient une chose sympathique, c'est qu'on avait quand même créé une équipe super, vraiment super, qui s'est donnée à fond pour l'ouverture, qui était vraiment dans un état de dire on met en place cette affaire, ça va être formidable, c'est une équipe, et j'ai trouvé ça fabuleux. Et j'ai un souvenir, vous savez qu'à ce moment-là, on avait acheté des peignoirs et il n'y avait pas le logo de la Thalasso de Pornic sur les peignoirs quand on les a achetés parce qu'on n'avait pas eu le temps de les faire à l'entreprise. Et on avait fait imprimer des petits écussons. Et on était tous jusqu'à 2h du matin à coudre les écussons sur les peignoirs. Et ça, on s'en rappelle, tous ceux qui étaient là, ils s'en rappellent encore, parce que c'était des moments de solidarité. Et on faisait aussi la garde dans les couloirs, parce qu'il n'y avait pas encore, les portes n'étaient pas finies, fermées, etc. Et on faisait la garde dans les couloirs, on se relayait pour faire la garde de nuit aussi. Contre les éventuels intrus. Exactement. Ah non, mais ça a été vraiment... Et alors cette équipe-là, elle est restée évidemment très longtemps. Il y en a encore qui travaillent ici de cette époque-là. Et donc quand vous dites équipe, c'est les 90 personnes ou c'est un petit noyau parmi ces 90 Alors c'est un petit noyau parmi les 90, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir, marqué et tout. Je dis vraiment quand même, quand on est ensemble, ça va tellement bien et tellement mieux. C'est la solidarité. Et donc, on est en 90 et ça a fonctionné. Donc, ça a fonctionné très bien, jusqu'en 95. Moi, je dis jusqu'en 95 parce que à la suite d'un changement de ma vie, divorce dans ma vie, j'ai voulu partir. C'est surtout qu'on m'a fait une proposition pour aller ouvrir les terres marins de Monaco. Donc j'ai tout laissé ici et je suis partie à Monaco ouvrir les terres marins. J'ai fait toute la préouverture des terres marins. J'ai eu la chance de les faire accompagner du prince Régnier qui s'occupait de beaucoup de choses à ce moment-là, qui venait choisir la vaisselle pour le restaurant avec moi. Enfin, c'était vraiment intéressant aussi, et la Thalasso était très belle, évidemment, avec tous les luxes qu'on peut avoir à Monaco. Donc j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais Monaco, il me manquait vraiment l'air de la mer, mais de l'Atlantique. C'était vraiment... À Monaco, il n'y avait pas de marée. Il n'y avait pas de plage, il n'y avait pas de... ces grands immeubles et tout, moi, c'est très beau, hein, je critique pas, mais moi, ça ne me convenait pas très bien. Et donc, on m'a appelé pour aller ouvrir une Thalasso à Hammamet. Oui. Alors c'était pas l'Atlantique, mais c'était pas mal quand même. En Tunisie. En Tunisie. Ouais. Donc là j'ai ouvert cette Thalasso aussi et j'ai dirigé pendant 2 ans. Et on est aussi venu me chercher pour après, quand quelqu'un est venu me chercher à Hammamet pour me proposer d'aller ouvrir des Thalasso à Djerba. Et donc je suis partie à Djerba. Et j'en ai ouvert donc 2 belles, de très belles, je pense que c'est les plus belles que j'ai pu ouvrir. Donc dans le Radisson à Djerba, Radisson Blue. En quoi est-ce qu'elles sont Alors elles sont belles, je veux dire, dans le côté esthétique. Pratique et belle. Parce que là, j'ai aussi tout fait de A à Z, mais avec les moyens, avec l'espace, avec tous les moyens de position pour que ce soit beau et bien. Et même côté financier, il n'y avait pas de difficulté, quoi. Donc c'était vraiment très beau. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises là, que vous ne connaissiez pas et que vous avez ensuite importées à Pornic? Alors, en fait, la seule chose que j'ai pu apprendre pour les Thalasso, c'est qu'à Djerba, il y a un hôtel où ils ont fait des cabines de soins où on faisait tous les soins dans la même cabine. C'est-à-dire, chez nous, dans les cabines, dans les Thalasso classiques, on va dans une cabine où on fait son bain, après dans son massage, après son application d'algues, etc. Il y a une cabine pour chaque soin. Là-bas, il y a un centre qui avait fait justement en sorte que
Dans un coin, il y avait une douche à jet, dans un autre, il y avait de quoi faire le massage. C'est-à-dire, on restait dans la même cabine pendant les 2 heures ou 3 heures de soins. C'est d'ailleurs ce qui a repris la technique qui a été reprise par le château des Tourelles à Pornichet. Ils ont refait ça. Ils sont venus là-bas et ils ont vu et ils ont refait ça. Bon, après, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en Tunisie, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée à Djerba, par exemple, il n'y avait rien, il n'y avait pas de... J'avais personne, j'avais pas de... Je me disais, mais où je vais trouver 140 personnes, parce que j'avais 140 personnes là-bas aussi, puisque j'avais 2 centres, maintenant 80 par moment après. Où est-ce que je trouvais des kinés, des gens, des techniciens, Eh bien si. Au fur et à mesure que le mois arrivait avant l'ouverture, j'ai eu des gens fabuleux, des Tunisiens. Par exemple, un qui venait de passer 4 ans en Chine pour apprendre le shiatsu, des kinés extraordinaires, des masseuses. Ils ont là-bas le culte du massage, ils font ça en famille, hein. C'est vraiment... et des masseuses vraiment très très bonnes. Évidemment, on les a un petit peu plus formés à la technique, les techniques qu'on voulait faire en thalasso, mais ça a été d'une facilité après pour tout ça extraordinaire, quoi. Et ça, les équipes que j'ai formées, elles sont encore là-bas, elles sont encore sur place et elles ont une qualité de soins extraordinaire, vraiment. Alors que jusqu'à là, en Tunisie, quand on disait oui, on va en Tunisie, c'est les femmes de ménage qui font les massages dans les hammams, etc. Et bien là, pas du tout. Et vraiment, c'est pour ça aussi que les centres ont eu beaucoup de succès, hein. Ils l'ont toujours d'ailleurs, enfin moins maintenant, parce qu'il y a moins de monde, il y a eu moins de monde en Tunisie avec tout ce qui vient de se passer. Mais c'était quand même des très beaux centres et très très bien. Vraiment. Et c'est toujours resté très bien. J'y suis allée il n'y a pas longtemps et c'est très... Ça fait vraiment partie des critères qui font que c'est un bon centre, c'est la qualité. Oui, la qualité des soins. Parce que les gens viennent quand même par la thalasso, même si le restaurant est important. La aussi. qualité et le confort. Ouais. Avec ça, on a des belles piscines d'eau de mer intérieure, extérieure, qui donnent dans les palmiers et tout, et au bord de la mer. Bon, c'est vrai qu'on n'hésite pas. C'est un côté paradisiaque. Oui, oui, c'est ça. Et donc, Djerba. Alors, Djerba, donc j'y suis restée quand même 13 ans. 11 ans à Djerba et 2 ans à Mamet, ça fait 13 ans. Et puis en 2008, je me suis remariée donc, avec Antoine, qui était donc maire d'une commune en Bretagne Nord, près de Saint-Malo, petite ville qui s'appelle Dinard, Pleurtuis, je veux dire. Excusez-moi. Et donc, c'est vrai que moi étant à Djerba et puis lui étant à Pleurtuis, c'était quand même un petit peu loin pour se voir. On se voyait quand même assez souvent, mais bon, c'était loin. On avait envie quand même de vivre ensemble. Donc, là, un jour, sans qu'il soit au courant d'ailleurs, hein, vraiment, les propriétaires de la thalasso de Pornic, à qui j'avais donné ma démission 13 ans avant, m'appelle à Djerba, je décroche mon téléphone et puis il dit Marie-Noëlle, vous voudriez pas revenir à Pornic parce que le directeur qui était là actuel, qui m'avait succédé, venait de partir, et il me dit bah oui, vous allez prendre la direction de l'hôtel et de la thalasso. Que j'avais jamais pris de direction d'hôtel. Alors, évidemment, pour me rapprocher d'Antoine, c'était fabuleux. Et revenir à Pornic, plage de la Source, retour aux sources, pour moi, ça a été vraiment un signe du ciel. Et je suis revenue à Pornic, donc en 2008. Oui, donc c'était vraiment un coup de fil miraculeux. Bah oui, pour moi, ça a été... Alors que j'étais très heureuse là-bas. Hein. Je vivais dans un hôtel 5 étoiles, dans le Radisson. J'avais rien à faire au niveau cuisine et tout était là. J'étais vraiment comme la reine là-bas, très très bien. Mais bon, par amour, je suis revenue aussi, hein, quand même. Et aussi par amour pour cet établissement que vous aviez créé. Bien sûr, amour de l'établissement aussi. Ça m'a fait très plaisir de retrouver Pornic, évidemment, avec beaucoup de monde que je connaissais déjà beaucoup. Et puis bon, j'ai eu plein de retours positifs. On a refait des travaux quand je suis arrivée. On a refait les chambres de l'hôtel. Enfin, on a toujours avancé, toujours. Et puis remis aussi des nouvelles cures en place, comme la cure anti-tabac, la cure pour la fibromyalgie. On a beaucoup étudié avec nos équipes médicales qu'on pouvait faire par rapport à tout ça, ce qui n'existait pas à ce moment-là. Et puis tout ce qui est bien sûr un peu plus cure spécifique, quoi.
C'est peut-être le moment, puisque donc là vous revenez, puis avant vous, il y a eu pendant tout un temps un directeur et non pas une directrice, Oui. de vous poser la question, est-ce que vous... Il y avait quand même une responsable à Thalasso, excuse-moi. Ah, d'accord. Il y avait quand même une responsable à Thalasso, Martine Le Sage, elle est toujours là. Je l'avais embauchée moi quand j'étais arrivée aussi, et elle est encore là maintenant. Donc c'est elle qui s'occupe beaucoup aussi de la partie soins et Thalasso. Est-ce que dans l'ensemble de Thalasso, les directions sont occupées dans l'ensemble par des femmes, ou est-ce que c'est mixte? Est-ce qu'il y a une particularité féminine dans la direction de Thalasso? Oui, de plus en plus, c'est des spa managers, ce qu'on appelle des spa managers, qui prennent la direction des Thalasso. Beaucoup. Souvent, le directeur de l'hôtel, c'est un homme, et maintenant, on recherche beaucoup plus des femmes spa managers. Ouais. Spa managers qui sont donc la plupart du temps des femmes. Oui. Et pourquoi à votre avis? Alors, je ne peux pas vous dire vraiment, parce qu'il y a quand même quelques hommes aussi. Hein. Oui. Peut-être que les femmes ont peut-être plus le souci du détail, le souci de l'esthétique, peut-être aussi. Et puis les spa managers, elles sont beaucoup prises justement en base, elles étaient aussi à la base esthéticiennes quelquefois. Donc il y a moins enfin il y en a un petit peu maintenant, mais il y a moins d'hommes qui font l'école esthétique. Oui, donc l'esthéticienne, c'est quand même la c'est base quand même, quand on a fait une école d'esthétique, qu'on a été plus loin bien sûr que moi j'ai fait, c'est quand même la base aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de cabines de soins esthétiques aussi, hein, dans des spas, dans des Thalasso. Et dans l'ensemble, effectivement, les métiers du soin, c'est 80-90% occupés par des femmes. Alors de plus en plus de femmes, maintenant, d'hommes, je veux dire, viennent en Thalasso. D'accord, oui. Au départ, on avait très peu d'hommes, à part dans comme clients. À part dans les centres de rééducation fonctionnelle, comme à Roscoff, à Granville, où là, c'est vraiment spécialisé pour se rééduquer après des accidents. Donc évidemment, là, il y a du matériel pour relever les clients, pour tout un tas de matériel de rééducation, ce que nous, en Thalasso, on n'a pas. Mais par contre, maintenant, de plus en plus, on a fait aussi des cures golf Thalasso, des cures anti-tabac. Donc ça a amené des hommes aussi. Et puis, beaucoup aussi accompagnent leurs femmes, leur épouse. Et puis, quelquefois, ils essaient un ou deux soins. Puis ils disent, ah ben tiens, finalement, c'est pas si mal que ça. Et ils reviennent et ils font des cures. Ah oui, donc c'est grâce c'est souvent la femme qui... Oui. Vous arrivez en fait à les attirer parce que petit à petit ils fassent ça pour eux-mêmes. Leur épouse leur dit, tu devrais essayer ce massage-là, c'est super, tu devrais essayer un bain, c'est bien. Ils vont essayer quand même, pas toujours, mais il y en a quand même qui écoutent leurs épouses. Et vraiment, souvent c'est arrivé comme ça. Et ils reviennent maintenant faire une Thalasso. Où ils accompagnent, ils vont faire du golf aussi, tout en profitant de la piscine, parce qu'on a quand même à Pornic, quand même une magnifique piscine d'eau de mer, avec beaucoup de courants dedans, de jets, etc., de massage et tout, qui est très ludique, et une grande piscine de natation à côté. Donc c'est quand même facile pour quelqu'un qui vient en accompagnant, même de profiter de l'eau de mer aussi. Et donc, vous aviez à ce moment-là été nommée directrice de l'ensemble de l'établissement. Oui, en 2008. Oui. Et est-ce que la direction de l'hôtel, au début, est-ce que ça vous a posé des problèmes particuliers? Est-ce que finalement, la situation s'est faite très vite? Moi, ça m'a beaucoup plu. Parce que souvent, avec les directeurs d'hôtel, quelquefois, quand on a une Thalasso, on trouve que les choses de l'hôtel vont pas tout à fait comme on voudrait pour nos clients Thalasso. Quand c'est séparé. Par exemple, la nourriture au restaurant, faire un restaurant diététique, alors quelquefois il n'y en avait pas, enfin, etc. Et là, justement, ça permet de faire vraiment tout en rapport à ce qu'a besoin un curiste. Ce qui n'était pas toujours le cas forcément avant. Donc vous avez pu unifier un peu l'ensemble de l'établissement pour que tout aille dans le même sens. Ah oui, tout à fait. Parce que souvent, dans les hôtels, il y a beaucoup d'hôtels, des grands hôtels avec Thalasso, qui prennent beaucoup de groupes, qui font pas vraiment des cures, qui font une journée, un massage. Et c'est vrai qu'à Pornic, on a quand même une grande proportion de curistes.
Et puis souvent les groupes, c'est un petit peu difficile de coordonner avec des curistes. Les curistes, ils ont besoin de repos le soir, ils ont besoin d'être tranquilles, ils ont besoin de pas avoir de bruit. Et souvent les groupes, c'est normal, ils font du bruit. Les groupes font la fête. Voilà, ils font la fête. Donc des fois, il y a une petite... donc on est obligé de les mettre dans une aile d'hôtel qui est plutôt éloignée de ceux qui font des cures. Il y a tout un tas de petites choses comme ça qu'il faut voir quand on a les deux clientèles. Ouais, ouais, ouais. Et quand on reçoit des équipes de foot, par exemple. Bah oui. Mais équipe de foot parce que eux sont habitués au massage. Ah oui. Bah, souvent, les équipes de foot, ils viennent avec leur propre masseur. Et ils louent une chambre ou un endroit où les footeurs vont se faire le massage par leur kiné ou leur ostéopathe et tout. Ouais. Et donc, vous disiez qu'il y a une évolution de la clientèle homme-femme et que petit à petit, il y a de plus en plus de mixité. Oui, et beaucoup de jeunes aussi, maintenant. Ouais. Parce que souvent, il y a des bons cadeaux maintenant. Vous savez, pour Noël, par exemple, on achète 3 jours de thalasso, 4 jours, et on offre ça. Et il y a des personnes ou des enfants qui offrent ça à leurs parents, ou des parents qui offrent une journée maman-bébé. Et on fait aussi des cures père et fils, ou mère et fille. Où la maman va être une semaine avec sa fille, c'est sympa aussi, et le papa aussi, on a des papas qui viennent avec leur fils. Et comment est-ce que vous avez inventé tous ces nouveaux... Ça c'est en cherchant, en disant qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer une clientèle différente, pour rajeunir aussi la clientèle. Parce que les clients qu'on a depuis 30 ans... quand ils ont commencé à 40 ou 50 ans, ils en ont 80 maintenant. Donc il faut aussi rajeunir la clientèle et ça a été toujours notre but aussi, d'attirer, de pouvoir rendre attractif des soins, des cures qui puissent leur apporter quelque chose aussi, non seulement aux jeunes, mais aux plus anciens, mais surtout aux jeunes aussi. Et donc vous aviez une équipe avec laquelle vous échangez pour avoir de nouvelles idées Oui, bien sûr. Écoutez, à Pornic, on a quand même aussi, on avait donc 4 médecins, 2 infirmières, 2 diététiciennes, des kinés beaucoup, sophrologues, une personne qui par exemple est grande spécialiste de l'ayurvédique. Il y en a très peu. Elle est docteure en ayurveda et elle a fait des cures ayurvédiques fabuleuses comme on les fait quand on va en Thaïlande, vous savez, ou en Inde. En Inde. Donc avec la diététique, on leur fait manger ayurvédique aussi. Même il y a des jeunes cuisiniers qui sont en ce moment à la thalasso, qui sont fabuleux et qui ont fait tout un livre de recettes avec elle sur l'ayurvédique. Livre de recettes bio aussi, et ça se développe beaucoup tout ça, parce qu'en fait la base de beaucoup de la santé, c'est beaucoup aussi l'alimentation. Parce que si vous venez faire une cure de thalasso, mais si vous mangez mal en rentrant chez vous, frites et compagnie, c'est vrai que si vous êtes venu pour perdre du poids, c'est pas comme ça que vous allez reprendre très vite, ou si vous êtes venu non simplement pour être en forme, il suffit de bien manger. Oui, donc vous avez fait en sorte que effectivement tout aille dans la même direction, en adaptant aussi les menus du restaurant. Complètement. Et je peux vous dire que les personnes qui font une cure tous les 6 mois, elles me disent qu'elles n'ont plus de rhume l'hiver, qu'elles sont pas malades, qu'elles ont enlevé une grande partie de leurs médicaments parce qu'elles n'en ont plus besoin. Et ça, c'est ceux qui font ça régulièrement, je vous assure qu'ils en ont les bienfaits tout de suite. Certaines cures peuvent être remboursées par la sécurité sociale ? Non. Malheureusement. Alors, il y a des mutuelles, entre autres particulièrement des mutuelles allemandes, qui remboursent les soins d'eau de mer. D'accord. Donc les clients nous demandent des factures justement de leurs soins parce qu'ils sont remboursés par leur mutuelle. Mais malheureusement, en France, les cures thermales sont en partie remboursées par la sécurité sociale. Les cures de thalasso ne sont pas, je crois que c'est parce que la thalasso est arrivée beaucoup plus tard et que moi, j'ai fait quelques démarches quand j'étais présidente de la fédération Mère et Santé, et pour que ça soit en partie remboursé aussi, mais je crois que c'était trop tard, que ça faisait trop de charges pour la sécurité sociale, etc. Et pourtant,
Alors, ce qu'on n'a peut-être pas fait en pliant Thalasso, c'est de pouvoir montrer que les gens prenaient moins de médicaments. Oui, parce oui. que ça aurait pu être un argument, mais là, c'est... Diminution du budget de la sécurité sociale. C'est ça, mais ce sont des protocoles qui sont très lourds à mettre en place, et puis chaque centre n'a pas eu le courage de le faire, nous non d'ailleurs. C'est compliqué. Alors, en quoi pensez-vous que la Thalasso de Pornic a contribué au développement de la ville de Pornic? Je ne pense pas par hasard s'il y avait Olivier Guichard et le maire de l'époque, c'est qu'effectivement, c'est quand même une institution importante dans la ville. Alors, ça a contribué au développement de Pornic, déjà parce qu'on a fait venir énormément de journalistes à Pornic. Beaucoup. On avait au moins 5 voyages de presse par an, où on invitait entre 20 et 25 journalistes. On leur montrait Pornic aussi. On les emmenait visiter les choses de Pornic ou les entreprises et tout. On les emmenait même un petit peu plus loin que Pornic pour leur montrer la région et tout. Donc ça fait beaucoup parce qu'on a quand même de plus en plus parlé de Pornic. Puis l'Office du tourisme de Pornic aussi a été beaucoup développé et a eu beaucoup de communication aussi. Donc je pense que c'est un ensemble de choses dont la Thalasso fait partie. Ça c'est sûr. Oui. En fait, comment la Thalasso peut recevoir des clients Alors, entre 200 et 220 clients. Ah oui, donc ne serait-ce par semaine, les gens aussi qui se promènent dans la ville. Ah bah oui, voilà, oui. Et même, je peux vous assurer aussi que les commerçants de Pornic, quand la Thalasso est fermée, elle a été fermée à un moment donné, 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, pendant des travaux. Il me disait, mais depuis que la Thalasso est fermée, on voit beaucoup moins de monde, quoi. Mmh, ouais. Dans certains domaines. Hein. Ouais, par exemple, la faïencerie, les magasins de vêtements, des souvenirs de Pornic et tout, je vous assure qu'ils le sentent. Ouais, ah oui. La crêperie de la Source, par exemple, ils ferment quand on ferme. Ah oui, carrément. Ah bah oui. Ah oui, oui. Oui. Il n'y a plus personne qui vient. Oui. Mais les clients ont en fait une matinée ou un après-midi de soins. 2-3 heures par jour. Donc le reste du temps, ils se promènent. Ils vont marcher sur le sentier des douaniers, ils arrivent sur le port et ils font les boutiques. C'est obligatoire ça. Puis, et ils vont même au restaurant. Ils vont même au restaurant. Ils ne mangent pas tous forcément toujours à la Thalasso, sauf ceux qui font pas un régime, mais un menu diététique, ils veulent manger à Thalasso, mais ils sont des petits excès. Hein. Moi, j'ai vu quelquefois, je me souviens, t'es arrivé un jour dans une crêperie à Pornic, et puis je commande mes crêpes, j'étais assise, et puis la dame de la crêperie me dit, vous avez une cliente là-bas, elle a décommandé sa 2e crêpe quand elle vous a vu. Je dis, maman, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut reprendre du poids, il n'y a pas de problème. Elle reviendra. Oui, c'est pas une crêpe supplémentaire. Non. Et donc, vous êtes allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. Vos 80 ans. 81. Vous avez eu une distinction honorifique nationale, je crois bien. Ouais, vous avez une cérémonie d'adieu. Le 3 mars dernier, j'ai été décorée de l'Ordre national du mérite. C'était un grand honneur pour moi, parce que vraiment, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et c'est vraiment aussi, en plus, ça m'a donné le fait de rentrer dans une grande maison, dans une famille, parce que je ne savais pas qu'il y avait l'Association nationale de l'Ordre du mérite. Et quand j'ai reçu la lettre de Yves Aumont, qui est le président départemental de Loire-Atlantique, on organise des conférences, des voyages, des petits voyages et tout. On apprend à connaître un peu plus encore la région et tout. Et on rencontre que des gens qui sont chevaliers ou officiers de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite. Et ça me plaît bien, c'est intéressant, disons. Ouais. Aussi une manière d'occuper votre temps maintenant.
Oui, alors il est très occupé finalement. Je ne vois pas les journées passer. Je m'occupe peut-être un peu plus aussi de mes enfants, mes petits-enfants, mon arrière-petite-fille là, qui arrive bientôt. Et c'est avec Antoine, mon mari, on bouge beaucoup, on voyage. Là, on arrive d'Athènes, on a fait un beau voyage à Athènes. On fait des petites choses sympas quand même. Donc j'ai pas le temps du tout de m'ennuyer, de dire oh là là, je suis en retraite, c'est pas drôle et tout. Mais si, c'est très très bien finalement. Ça donne du temps au temps. Je pense que maintenant, je me dis, mais j'ai le temps de faire ça. Et ce que vous avez mis beaucoup plus de temps que les autres pour le découvrir. C'est vrai. Mais quand vous êtes parti, vous avez reçu notamment des lettres de personnes qui vous ont écrites, qui étaient très attachées à vous, qui vous ont connu parfois depuis très longtemps, qui revenaient régulièrement à l'installation. Est-ce que vous pouvez, pour terminer cette émission, nous en lire quelques-unes? C'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, encore presque plus que d'être chevalier de l'Ordre national du mérite, parce que ça va droit au cœur. Par exemple, il y en a une que j'ai sous les yeux, là, du 24 février. Elle m'a écrit, jeudi matin, chère Marie-Noël, vous savez que vous tenez une place importante dans mon cœur et pour cette raison j'aurais aimé partager le moment T, c'est-à-dire elle ne pouvait pas être à la cérémonie. Ce moment important et émouvant où votre travail, votre dévouement et votre exceptionnelle réussite vont être récompensés. La Thalasso, c'est une immense victoire et un modèle d'implication. Je pense que vous ne réalisez pas le nombre de personnes à qui vous avez donné du travail, le nombre de clients à qui vous apportez bien-être, soulagement, bonheur et à qui vous avez fait découvrir la thalassothérapie, l'incidence que vous avez eu sur le développement de la ville de Pornic. Marie-Noël, vous êtes une personne extraordinaire. Oh là, c'est beaucoup, ça me fait rougir ça. Votre grand cœur, votre générosité, votre écoute, votre âme et bien d'autres qualités font que je suis fière d'être votre amie. Je suis heureuse de partager un peu votre famille. Après une réflexion, même si mon zona est écarté, dans une semaine, il y aura foule autour de vous. Et que pourrons-vous nous partager, à part des discours, votre émotion et votre visage rayonnant, caché par un masque? Alors nous partageons cet événement à 4, plus intimement et sans masque. Je penserai à vous avec affection et admiration. Pardonnez mon absence. Tous deux, je vous embrasse de tout cœur. Daniel. J'ai trouvé ça vraiment... Puis j'en ai eu plusieurs comme ça, beaucoup même. Vous pouvez nous dire une dernière ? Alors, chère Madame Berry, avec une pointe de nostalgie au cœur, je vous vois quitter ces lieux auxquels vous avez tout donné. J'ai pourtant la certitude que je verrai longtemps encore votre délicate silhouette apparaître au détour d'une allée de cet élégant paquebot que vous avez façonné au fil des années avec votre énergie douce et ce pétillement dans le regard. C'est une évidence, il restera ici une part de vous-même, ça c'est vrai, une sorte d'empreinte, une élégance invisible qui ressemble étrangement à ce que l'on appelle une âme. Il me reste à vous souhaiter la beauté des jours pour apporter encore et toujours les chemins esparcés de la vie, bien amicalement. Bon, voilà. Alors vous avez envie de rajouter quelque chose pour la fin? Je peux juste rajouter que le métier que j'ai fait, c'était le plus beau métier du monde pour moi. Recevoir des gens et leur donner du bien-être et leur apprendre à en trouver, c'était une façon finalement d'avoir des récompenses. Ils m'apportaient beaucoup aussi, les clients, d'apprendre beaucoup. Non seulement du personnel, parce que d'avoir une équipe aussi c'est fabuleux, et j'en avais une merveilleuse, et puis apprendre aussi des clients, parce qu'ils vous apprennent beaucoup. Et ça, c'était la grande leçon de ma vie aussi. Merci Marie-Noël Berry de nous avoir reçus. Et donc, je rends l'antenne, chers auditeurs. À très bientôt.